Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire Mines et Environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Marie-Ève Lacombe, conseillère en communication et j'ai le plaisir d'animer le webinaire. Alors pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois aujourd'hui, sachez que l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT poursuit encore cette année son objectif qui est de favoriser le partage de connaissances et l'accessibilité aux dernières avancées dans le domaine des mines et de l'environnement. Donc, les webinaires permettent d'aborder divers enjeux liés au secteur minier, de présenter de manière concrète les solutions innovantes proposées et les développements scientifiques récents, et exposer les perspectives de recherche et les projets en développement. Alors, les conférences sont offertes par des professeurs de l'Institut. Avant d'aller plus loin, je vous donne quelques consignes. Donc, la présentation sera d'une durée d'environ 40 minutes, suivie par une période de questions de 15 minutes. Alors, je vous invite à utiliser l'outil questions-réponses pour poser vos questions. La conférence est enregistrée et sera disponible prochainement sur le site web des webinaires, où vous trouverez d'ailleurs les webinaires passés. Alors, nous accueillons aujourd'hui le professeur adjoint Vincent Boulanger-Martel qui nous présente une conférence intitulée « Gestion de la neige sur les parcs à résidus miniers, une solution proactive pour réduire les risques géotechniques et environnementaux associés aux crues printanières ». Alors, le professeur Boulanger-Martel est à l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT depuis 2020. Ses recherches visent à améliorer les pratiques de l'industrie minière en matière de gestion et d'entreposage des rejets miniers en région froide, ainsi qu'à développer des solutions d'ingénierie respectueuses de l'environnement et durables. Alors, comme formation, il a un bac en géologie, une maîtrise et un doctorat en génie minéral. Ses expertises sont la restauration de sites miniers en région de pergélisol continu, la géotechnique minière des régions froides, l'analyse et la modélisation du comportement thermo-hydrogéotechnique des rejets miniers, les applications d'outils de télédétection pour le suivi d'ouvrages miniers, la durabilité des matériaux face au cycle gel-dégel et la gestion de la neige sur les parcs à résidus miniers. Alors, je lui cède maintenant la parole et vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, pour ce webinaire, je vais vous partager les développements de recherche que j'ai faits avec l'équipe qui m'accompagne, évidemment, sur la neige, la gestion de la neige sur les parcs à résidus. Donc, c'est un projet qui est sur le point de terminer, qui a environ 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Et le plan de ma présentation d'aujourd'hui va être relativement standard pour la présentation de projet de recherche. Je vais commencer par une introduction qui va vous présenter un peu c'est quoi les parcs à résidus, c'est quoi les problématiques en lien avec la gestion de l'eau, parce qu'ultimement, ce projet-là vise à contrôler, donner une approche pour gérer l'eau sur les parcs à résidus, en conditions où on a de la neige, évidemment. Puis ensuite, je vais vous parler de l'approche de gestion de neige qu'on a développée au cours des dernières années. Donc voici, ensuite, je vais vous présenter le projet, les différents objectifs qu'on a voulu atteindre avec ce projet-là. Ensuite, vous donner un aperçu de la méthodologie, donc comment est-ce qu'on a fait pour réaliser ces travaux-là. Ensuite, vous présenter les résultats, une synthèse des connaissances qu'on a développées en lien avec la gestion de la neige sur les parcs à résidus. Finir avec des brèves conclusions qui vont vous présenter pourquoi est-ce que c'est pertinent, c'est quoi les retombées de notre projet sur l'industrie en général et les perspectives de recherche future et maintenant où est-ce qu'on en est avec ce projet-là. Donc, pour l'introduction, je commence par un cadre vraiment général des opérations minières pour nous amener tranquillement vers les parcs à résidus. En quoi ça consiste les parcs à résidus, puis où est-ce que l'eau se situe dans tout ça? Donc, c'est quoi l'inventaire de l'eau sur les parcs à résidus? Donc, on part d'une mine, qu'elle soit souterraine ou en surface. On a une portion des matériaux qui sont extraits, qui n'ont pas de valeur économique, donc qui s'en vont dans les halles d'astéril. Et une bonne portion, du moins la majeure partie, on espère du moins, qui va s'envoyer au concentrateur, qui va aller au concentrateur, ce qu'on appelle le minerai. Donc au concentrateur, on a des procédés de traitement du minerai qui vont générer un concentré. Donc le concentré, c'est la valeur économique en tant que telle, donc c'est avec ça que le concentrateur que les mines vont faire des sous, vont extraire notre matière première qu'on utilise pour faire différentes choses.
Mais il y a une grande partie de ces matériaux-là, qui sont un peu les rejets, si vous voulez, qui sont les résidus miniers qu'on appelle, qui vont se ramasser à la surface dans des surfaces d'entreposage, qu'on appelle des parcs à résidus miniers. Donc, ces parcs à résidus miniers-là ont une grande surface, je comprends, l'image est petite, ça vous donne un peu une idée, où on entrepose dans un système de confinement, parfois un système de digue, dépendant comment est-ce que les résidus sont faits. Et ces résidus-là, ont une certaine quantité d'eau ici au procédé, ici du procédé, qui vient avec les résidus. Donc maintenant, ces parcs à résidus-là, on a des grandes surfaces exposées à l'atmosphère, finalement, aux conditions climatiques, qui ont déjà de l'eau quand même à l'intérieur. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la pluie, la neige, il y a aussi tout ça qui s'ajoute sur les autres procédés, qui vont être les principales entrées d'eau dans les parcs à résidus. Donc, cette neige-là, cette pluie-là, donc pour pas qu'on ait une accumulation infinie d'eau à la surface des parcs à résidus, doit être gérée, donc est souvent soit réintégrée dans les opérations, donc comme une source d'eau fraîche, relativement fraîche, ou envoyée en traitement pour éventuellement se rendre dans l'effluent final. Donc, il y a une portion qui va s'infiltrer, évidemment, une portion qui va s'évaporer aussi, mais grosso modo, il faut gérer l'eau sur les parcs à résidus. Une des principales raisons, une des raisons pour lesquelles on gère l'eau, en fait, c'est pour assurer la stabilité de nos ouvrages, puis protéger la qualité de l'environnement aussi. Donc, on veut avoir un cadre de gestion de l'eau qui va impliquer, la gestion des niveaux phréatiques à l'intérieur des ouvrages, mais aussi du traitement des eaux, donc pour qu'on ait une eau de bonne qualité à la sortie de l'effluent des mines. Dans certains cas, on a observé historiquement quelques événements d'instabilité et de rupture de parcs à résidus, malheureusement. Donc, ça arrive dans le domaine civil, ça arrive aussi parfois dans le domaine minier. Donc, c'est une portion des risques qu'on a avec les opérations minières. Je vous ai mis 2 exemples de photos pour vous un peu illustrer c'est quoi les impacts que ce genre de rupture-là peut avoir sur l'environnement autour. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une quantité importante de rejets miniers qui peuvent être relâchés de ces ruptures-là. Donc, évidemment, ça a des impacts importants sur l'environnement. Parfois, quand il y a des infrastructures et des gens qui travaillent à proximité, ça peut avoir aussi des impacts sur la vie. Puis là, je vous laisse imaginer les coûts associés à ça en termes de restauration environnementale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour remettre tout ça en état comme c'était avant, donc restaurer l'écosystème qui était autour des opérations minières. Donc, il y a des coûts vraiment importants associés à ça. Là, je n'embarque pas dans les causes détaillées de pourquoi est-ce qu'on a des instabilités et des ruptures de parcs à résidus. Par contre, ce que je veux que vous reteniez, c'est que l'eau est souvent impliquée à divers niveaux. Puis là, juste ça nous amène un peu à réfléchir sur est-ce qu'on peut développer des bonnes pratiques pour gérer l'eau sur nos parcs à résidus? On en a présentement, mais la science étant ce qu'elle est, on veut évoluer vers le développement de nouveaux outils qui vont améliorer nos pratiques de gestion de l'eau. Puis à mon avis, en fond, la sécurité des ouvrages passe entre autres par la gestion des eaux. Puis ça, c'est la clé d'avoir un futur minier durable qui va nous aider à protéger l'intégrité physique de nos ouvrages, mais aussi la qualité de l'environnement autour. Donc, on a parlé des parcs à résidus qui ont vraiment une grosse empreinte au sol. On parle ça peut aller de quelques hectares pour les petits parcs à résidus à quelques centaines d'hectares pour les plus gros. Donc, l'empreinte est assez importante. Donc, je vous laisse imaginer, pour ceux d'entre vous qui écoutent, qui ont déjà vu ou qui habitent dans un pays plus nordique où on a dans le fond de la neige, des saisons où on a une accumulation de neige, les parcs à résidus donc, offrent une grande surface où on peut accumuler une quantité importante de la neige. Donc, si on parle de la région de l'Abitibi, donc une grande région minière du Québec, on a grosso modo la moitié, d'une année à l'autre ça varie, mais grosso modo la moitié de notre inventaire de l'eau, donc la quantité d'eau annuelle qui tombe sous forme de neige. Donc maintenant, cette eau-là est solide, elle s'accumule pendant tout l'hiver. On va être... D'une certaine manière, il n'y a pas 100% de cette neige-là qui va s'accumuler sur les parcs à résidus. Il y en a une certaine portion qui s'en va par sublimation, d'autres qui se fait redistribuer par le vent. Mais on a une quantité significative de neige qui accumule sur nos parcs à résidus. Ce qui fait que pour les parcs et aussi pour en fait, la gestion des bassins versés en général, la crue printanière est vraiment un endroit critique en termes de gestion de l'eau où on va venir qu'à faire fondre
une composante importante de l'inventaire de l'eau dans une période vraiment courte, qui dure habituellement autour de 2 semaines. Donc là, vous voyez l'importance que ça peut avoir, les crues printanières, sur la gestion de l'eau. Donc, on vient qu'avoir des débits importants, des quantités d'eau importantes à gérer en une vraiment courte période de temps, ce qui vient solliciter nos infrastructures de gestion de l'eau, de traitement de l'eau aussi à la sortie. Donc, il y a une certaine quantité qu'on peut sortir. Ça devient difficile des fois de venir jouer avec le bilan d'eau sur une vraiment courte période. Tout ça, côté mine, amène des difficultés opérationnelles assez importantes. Les opérateurs d'entre vous, j'espère que le printemps ne sera pas trop dur. Ça amène un certain stress aussi sur les opérateurs, pas juste sur les infrastructures, ce qui, somme toute, amène une quantité de risques là, qui peuvent être de niveau variable, tout dépendant du printemps qu'on a. Donc, tout ça change d'une année à l'autre, mais va être voué à changer dans le temps aussi, entre autres à cause des changements climatiques, qui vont éventuellement, en fait, on le voit déjà, qui affectent plusieurs variables associées au cycle de l'eau, dont la quantité de précipitations, l'intensité des précipitations, puis aussi leur distribution. Est-ce qu'on a plus de neige, on a moins de neige, puis quand est-ce que ces précipitations-là arrivent dans une année? Donc, tout ça amène son lot d'incertitudes, son lot de risques, qui n'a pas tendance à s'améliorer dans le temps, puis un peu comme je le faisais en signe tantôt, croiser les doigts pour avoir un printemps qui est clément côté opération, ce n'est pas vraiment une solution. Tout ça nous amène un peu à réfléchir vers qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la pratique en termes de gestion de l'eau, surtout associée à la portion du printemps. Et avant de passer à la prochaine, tout ce qu'on parle aujourd'hui, ça s'applique au site en opération, mais aussi au site inactif où il y a moins d'activité minière, mais que les infrastructures sont quand même là et qui doit avoir une gestion de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut s'attarder à ce qu'on peut contrôler. Puis, qu'est-ce qu'on peut contrôler? On le fait tous d'une certaine manière, tous étant ceux qui habitent dans des pays où il y a de la neige. Après une tempête de neige, on gère la neige. On pèle notre entrée, on déblaye les stationnements des magasins à grande surface. Donc, on fait quelque chose avec la neige. C'est relativement simple de le faire versus avoir un système de pompe puis de bassin, puis on vient jouer avec les niveaux. Donc, on peut contrôler la neige. Donc, l'objectif de ce projet-là vient qu'à améliorer les pratiques de gestion de l'eau via la neige. Donc, où l'objectif, on veut partir, si vous voyez la figure de gauche, d'un parc à résidus où il n'y a aucune action qui a été prise en termes de gestion de neige. Et on vient avec l'équipement, on va en reparler tantôt, remanier la neige et l'accumuler sous forme de piles. Ces piles-là, qu'est-ce que ça représente essentiellement? C'est l'inventaire de l'eau qu'on a sur notre parc à résidus, accumulé pendant tout l'hiver, mais accumulé en une seule place, donc, ou plusieurs places, on fait plusieurs piles. Donc, on vient, d'une certaine manière, stocker l'inventaire de l'eau. Cette approche-là, qu'est-ce que ça vient faire essentiellement? Là, je vais vous mettre ça imagé. Là, pour ne pas nommer de nom de compagnie en particulier, j'appellerais ça l'approche des stationnements de magasins à grande surface, où la première chose que vous voyez pendant l'hiver, les grosses buttes de neige au bout des stationnements s'empilent, puis viennent de plus en plus grosses. Puis le printemps arrive, un peu comme aujourd'hui ici, la neige est partie, mais nos piles de fond de stationnement sont encore là. Ils sont encore là pendant vraiment longtemps. Donc, c'est exactement cette approche-là qu'on vient appliquer sur un parc à résidus, où en créant des piles de neige, on vient contrôler la fonte d'une certaine manière. Donc, on rallonge la durée que ça va prendre pour fondre toute la neige, mais on va aussi réduire les débits d'eau maximaux qui peuvent être observés pendant un printemps. Donc, c'est un peu le principe d'aplatir la courbe qu'on a entendu beaucoup là, quelques années. Laissons ça derrière nous, s'il vous plaît. Mais donc, c'est ça qu'on vient faire, donc aplatir la courbe des débits d'eau maximaux. Donc, voici le concept. Maintenant, l'idée originale ne provient pas de moi, ne provient pas de l'UQAT dans ce cas particulier-là. C'est Bernard Swarbrick, qui est un consultant donc, de Cornerstone Management Systems, qui nous a approchés il y a environ 4 ans, 3-4 ans, je venais juste de commencer comme nouveau professeur, avec cette idée-là qu'il avait déjà testée à certains endroits à l'échelle un peu pilote. Mais il voulait il a dit, voici mon concept, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis à l'UQAT, dans le fond, l'équipe de développement, incluant Bernard évidemment,
Ce qu'on a fait, c'est développer un programme pour développer les bases scientifiques puis essayer de déterminer c'est quoi les paramètres qui contrôlent l'efficacité de ces piles-là. Donc, notre objectif était de passer d'une pile de neige, une simple pile de neige, à un ouvrage d'ingénierie où on a des paramètres de conception. Donc, une pile de gestion de la neige appliquée au parc à résidus. Donc, l'approche, la pile est semblable, mais l'approche est complètement différente parce qu'il y a un objectif et des paramètres à optimiser. Donc, le projet en tant que tel, un peu comme je le mentionnais, notre but était de développer une approche de gestion de la neige vraiment qui est optimisée pour les parcs à résidus. Puis le but de tout ça est de réduire les risques environnementaux, les risques géotechniques qui sont associés aux crues printanières. Pour s'attaquer à ce problème-là, on a divisé notre projet en trois phases, 3 objectifs spécifiques, si vous voulez. Le premier étant essentiellement la première année, les premiers essais qu'on a faits, où on a voulu aller sur le terrain, optimiser la géométrie, parce qu'on n'avait pas trop d'idées c'était quoi le comportement de ce genre de pile-là quand on regarde la fonte. Donc, on a testé différentes géométries à l'échelle vraiment proof of concept, de preuve de concept, pour voir c'est quoi les meilleures géométries, quel genre de performance on peut s'attendre de différentes géométries de piles. Maintenant, basé sur ces résultats-là, l'année d'après, ce qu'on a voulu faire après ça, c'est aller évaluer la performance de piles de gestion de neige. Donc, PGN, vous allez le voir revenir quelques fois. Là, PGN, c'est pile de gestion de neige. Donc, on a voulu aller voir la performance de systèmes un peu plus optimisés. Donc, des géométries qu'on a identifiées comme étant bonnes pour contrôler la fonte, mais aussi bonnes côté opération. Puis tout ça nous a amené un peu vers un objectif transversal, l'objectif 3, qui venait de développer un cadre de gestion de la neige plus général, donc basé sur les résultats des 2 années. C'est quoi les paramètres finalement qui sont importants pour la gestion de la neige sur les parcs à résidus. Donc, ce projet-là a été fait en partenariat avec plusieurs personnes, plusieurs compagnies, plusieurs services, même des paliers de gouvernement. Donc, ici, une équipe à l'UQAT, où il y a des étudiants, des étudiantes qui ont été impliqués dans ça, des professionnels de recherche. Évidemment, Bernard et Cornerstone qui nous ont arrivés avec l'idée. Il y a eu des chercheurs de l'Université Laval impliqués. Il y a eu un soutien financier et de terrain qui nous ont prêté leur site, de partenaires de l'Institut de recherche Mines-Environnement, UQAT Polytechnique, dont Ming Nanico Eagle, entre autres pour les travaux sur les sites ont été faits sur les sites d'Anico Eagle, Mine Raglan, Rio Tinto, Fer et Titane. Après, bon, ça c'est portion industrielle. Maintenant, la portion plus publique qui nous a vraiment aidé à financer ces travaux-là est le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, donc via le programme PADS. Donc, ils nous ont donné un gros coup de main, là, appuyé par MISA pour financer ce genre de projet-là. Et nos 2 équipes d'équipement, donc Service Minier Nord-Ouest et Mine Tailing Solutions, là, qui nous ont appuyés dans les opérations vraiment de construction sur le site. Donc maintenant, comment est-ce qu'on a fait tout ça? On s'est attaqué à 2 sites différents, donc un au Québec, un en Ontario, les 2 à environ 1 heure de Rouyn-Noranda de chaque côté, un à l'est, l'autre à l'ouest. Donc on est allé au site de Goldex qui est tout près de Val-d'Or, donc tout près de l'aéroport de Val-d'Or en fait, ce qui est extrêmement bien d'un point de vue pratique parce que les aéroports ont des données climatiques assez étendues. Donc on a pu utiliser ces données-là, ce qui a un peu complexifié nos opérations de drone. Vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi. Donc, on était juste sur la limite des opérations de l'aéroport. On était capable de faire les travaux quand même. Et du côté ontarien, donc, on est allé sur le site de Holt Holloway, donc la mine Holt, où on a 2 parcs à résidus sur lesquels on a pu travailler. Donc, des contextes climatiques très similaires d'une place à l'autre, ce qui nous a permis, sur 2 ans, d'étaler les travaux sur différents sites miniers. Donc, la première année, on est allé au site de Goldex, donc tout près de Val-d'Or au Québec, où, comme je le disais tantôt, on a voulu voir, un peu prospecter, quelles étaient les configurations idéales, ou finalement, qu'est-ce qui nous permettait de contrôler bien la fonte de la neige. Donc, on a testé 3 configurations, donc un cône, un cube, puis un rectangle, ou une crête, si vous voulez. Ce qui nous a permis de tester, oui, les effets de forme, les effets de taille, mais aussi l'orientation du soleil. Donc, on a positionné ces piles-là pour voir s'il y avait vraiment une influence importante. La construction, dans ce cas-là, puis ça va être important dans l'optimisation,
on a testé de l'équipement de construction de type civil, donc des bouteurs, des bulldozers pour ceux qui connaissent mieux, des chargeuses, des loaders et une pelle mécanique pour pouvoir monter un cône vraiment plus haut, ce qui n'est pas vraiment pratique côté opération, mais ce qui était vraiment pratique côté science pour démontrer vraiment notre approche. Donc, pendant ces travaux-là, on a déblayé 1,2 hectares avec environ 70 cm de neige au sol pendant ces travaux-là. Ce qui fait qu'on a bougé environ 8400 mètres cubes de neige qu'on a réussi à stocker dans nos ouvrages. Donc, l'année d'après, là, je vends un peu des punchs, là, mais le cône était une option assez prometteuse. Et aussi les constructions en crête, entre autres pour le côté opération. Donc, l'année d'après, à Holt, on est allé sur le terrain avec de l'équipement spécialisé, donc avec une dameuse, littéralement, comme pour les pentes de ski, qu'on a utilisé pour construire les piles. Donc, tester 2 équipements différents sur 2 années. Donc, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'optimiser la meilleure manière de construire. Donc, on a fait plein de tests de juste essayer de rouler de la neige pour voir quelle était la manière d'en accumuler le plus d'une manière le plus optimale et éventuellement sauver sur le temps d'opération, les coûts associés à ça et aussi la consommation de diesel pour l'opération de la machinerie. Et après, on a vraiment procédé à la construction de 3 piles. Donc là où ce qu'on voulait regarder, c'est les effets de forme, les effets de taille et, comme je le disais tantôt, comment est-ce qu'on faisait pour optimiser les opérations. Donc, on a construit 2 cônes, un de 7,5 mètres. Vous allez voir tantôt, il va pour représenter le même cône qu'on a construit à Goldex, ou du moins hauteur similaire. Et après ça, un cône de 5,5 mètres pour voir la différence de taille, de hauteur. Et une crête, donc, où on venait littéralement pousser la neige puis monter un peu sur la neige qu'on dépose en avant. Donc, vous voyez un exemple en bas. Ce qui, d'un point de vue performance, est un peu moins efficace, mais côté opération, l'est vraiment beaucoup, puisqu'on est capable de pousser de la neige de chaque côté quand on construit. Donc, on a voulu regarder la performance de ça. Donc, 2 configurations, mais 3 piles pour avoir des hauteurs différentes du côté des cônes. Maintenant, bon, je vous évite les détails sur ça, il y a beaucoup de détails. Ce qui est important à retenir, c'est que pour la portion d'en haut, donc les travaux qu'on a faits à Goldex, le cône qu'on a construit a environ 2 fois la hauteur des piles de gestion de neige cubique et de la crête, mais contient la moitié de la neige. Et faites juste retenir ça parce que ça va être important un petit peu plus tard. Du côté de Holt, ce qui est important à retenir, c'est que tout est plus gros. Donc, on a déblayé 5,6 hectares environ, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on a fait à Goldex. Et les cônes sont généralement plus gros. On a la même hauteur, mais dû à la méthode de construction, sont plus larges. Donc, la neige contenue était la quantité de neige était plus importante. Mais on ne perdra pas trop de temps à regarder les chiffres en détail. Maintenant, pour suivre la fonte, il faut être capable de suivre les volumes. Donc, ce qu'on a fait finalement, c'est de suivre l'évolution des volumes en faisant des acquisitions, j'ai juste le mot en anglais qui me vient en tête, je m'excuse, des relevés lidar et photogrammétriques pour faire des reconstructions 3D de nos piles de neige à différents moments durant la fonte. Donc, on a fait une série de relevés, environ 2 fois par semaine pendant le gros de la fonte et parfois 1 fois par semaine, un petit peu plus tard dans la période de fonte. Ce qui nous a permis d'avoir une bonne quantification des volumes des piles de neige. Et aussi, on a utilisé les données d'Environnement Canada, de Val-d'Or et de Kirkland Lake dans le cas du site Holt, pour avoir une idée de l'évolution du climat, oui, mais aussi des mesures d'épaisseur de neige au sol qui sont faites sur ces stations-là. Généralement, sur des surfaces bien déblayées, vous faites dénuder d'arbres un peu similaires aux parcs à résidus. Donc, finalement, un suivi climatique. Maintenant, on a les volumes. Ce qui nous intéresse aussi d'avoir, c'est la quantité d'eau. Puis la quantité d'eau contenue dans la neige est un peu décrite par les relations masse-volume, qui est la densité de la neige, essentiellement. Donc, on a fait des mesures de densité. Lors de ces mesures-là, on a aussi mesuré la conductivité thermique, on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui va être utile plus tard là, pour nos analyses numériques en lien avec la gestion de la neige. On va en reparler un petit peu tantôt. Puis on a fait aussi des suivis d'épaisseur de la neige non remaniée, donc à la surface du parc à résidus,
donc des endroits qu'on n'avait pas touchés pour pouvoir comparer avec ce que Environnement Canada mesure à leur station. Finalement, dernière chose qu'on a voulu regarder, c'est l'objectif général de ne pas créer un autre problème, parce que quand on construit une pile, on vient rajouter des charges, donc on vient rajouter une quantité de neige sur un point donné. Donc, on ne voulait pas créer d'instabilité associée à la construction de ces cellules-là, donc les piles de gestion de neige. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est d'évaluer l'influence de la construction de ces piles-là sur le facteur de sécurité. Donc, ce qu'on a regardé, c'est diverses positions de piles par rapport à la crête, et on a évalué, dans le fond, ce que la construction avait comme impact sur le facteur de sécurité. Dans ce cas-là, on ne s'est pas attardé à des cas vraiment spécifiques. On a regardé des cas théoriques basés sur des études qui ont été conduites par des collègues, entre autres à Polytechnique. J'ai collaboré là-dessus avec Carlos Ovalle de Poly, où on a utilisé Sleep et Slope pour regarder différents paramètres qui pourraient gérer, en fait, qui pourraient influencer la stabilité des ouvrages en lien avec la construction de la pile de gestion de neige. Donc, on a regardé différentes géométries de parc, donc des digues de départ de différentes grandeurs. On a regardé des différentes hauteurs de parc à résidus aussi. Différentes géométries de piles, donc des piles qui variaient de 5 à 15 mètres. On a changé les angles de pente. On a aussi regardé l'influence des conditions hydrauliques. Donc, est-ce que la stabilité pendant les opérations et après les opérations est pareille? Est-ce qu'il y a un impact du niveau phréatique, finalement? Puis on a aussi regardé, c'est quoi la meilleure manière de considérer les piles de gestion de neige dans les analyses de stabilité? Est-ce qu'on considère une charge ponctuelle qui met l'ensemble de la masse de la pile, si vous voulez, en un point? Ou est-ce qu'on regarde quelque chose d'un petit peu plus réaliste où on prend une charge distribuée, puis qu'est-ce que ça a comme impact sur le facteur de stabilité? Puis le but ici étant de prendre la méthode la plus conservatrice pour être capable d'arriver à des conclusions qui sont conservatrices, pour s'assurer justement de la stabilité des ouvrages. Donc, on passe aux résultats. Premièrement, le suivi climatique. Là, ce que vous voyez, le graphique d'en haut présente la température de l'air en fonction de la date, donc de la période où est-ce que... de la date, finalement. Ce qu'on a vu, c'est 2022 a été un printemps vraiment typique de l'Abitibi, où on a eu des moins 30 au mois de février, on s'est ramassé avec des 30, là, on parle de température minimum et maximale, autour du mois de mai-juin, et on a eu une période de fonte autour de mars-avril où les températures ont vraiment oscillé près de 0 degrés Celsius. Ce que vous voyez en bas, donc c'est l'évolution de l'épaisseur de la neige au sol en fonction de la date encore. La ligne pleine est les résultats de la Station d'Environnement Canada. Et les X et les plus que vous voyez, c'est nos mesures, soit les mesures physiques, donc on a pris manuellement directement sur le parc à résidus, ou les mesures qui ont été interpolées à partir de nos relevés LIDAR. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la concordance est vraiment bonne, donc on peut utiliser les données d'Environnement Canada pour avoir une fonction continue du suivi de l'épaisseur de neige sur notre parc à résidus. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que la crue a duré environ 2 semaines. Donc, vers la fin avril, la crue a eu lieu sur une période d'environ 2 semaines. C'est où vous voyez la pente qui devient abrupte là, dans ce graphique-là. Maintenant, on reste encore en 2021. Voici l'ensemble des résultats de nos acquisitions de drones qu'on a eues. La photogrammétrie LIDAR offre certains défis en lien avec l'interprétation des données associés au suivi de la neige. La principale étant que le LIDAR fonctionne très mal dans les surfaces mouillées, donc quand il y a de l'eau. Et la photogrammétrie ne gère pas très bien les blancs qui créent des zones vraiment importantes de surexposition. Donc les estimations de volume puis les algorithmes de triangulation sont vraiment moins bons pour ces features-là, ces composantes-là. Donc là, ce qu'on a voulu regarder, c'est quoi l'impact que tout ça a sur nos résultats? Parce qu'au final, on n'a pas vraiment d'idée exacte sur la valeur absolue qui doit être mesurée, parce que c'est des surfaces irrégulières, ça devient difficile de prendre des vraies mesures de volume dans ce cas-là. Ce qu'on a remarqué, c'est que les volumes mesurés sont légèrement différents. Par contre, les dimensions sont bonnes. Donc, la hauteur est bonne, l'empreinte au sol est bonne. L'ensemble des dimensions qu'on a mesurées sont vraiment cohérentes.
Ce qui fait qu'à partir de là, ben, le volume absolu est vraiment un défi qui doit être réglé pour avoir une vraie valeur absolue du volume. Par contre, côté tendance, les deux mènent aux mêmes conclusions. Donc, ce qui fait qu'on a utilisé la valeur moyenne des relevés LIDAR puis des relevés photogrammétriques pour l'ensemble de nos études, essentiellement pour voir les tendances de fonte. Donc, en 2022, je le rappelle, un printemps assez typique de l'Abitibi. Ce que vous voyez ici, bon, en couleur, donc en bleu, c'est la cellule cubique, en noir, c'est la crête, et en bleu, c'est le cône. Ce qu'on voit ici, c'est l'évolution, dans le fond, en fraction du volume initial, donc 100% étant toute la pile est présente, 0%, il n'y a plus de pile, qui est comparé avec l'évolution de la température de l'air, donc la ligne continue grise, et l'évolution du couvert de neige sur le sol naturel, donc la ligne pointillée grise. Ce qu'on voit, c'est qu'à la fin de la fonte du terrain naturel, donc lorsqu'il n'y a plus de neige dehors, on a encore 70% de nos piles. Donc ça nous donne des bonnes indications sur le potentiel de notre approche. Donc, on serait capable de gérer toute l'eau du terrain naturel et seulement une fraction de l'eau accumulée sur les parcs à résidus, avant même d'avoir les débits plus importants qui sont associés aux piles de neige. Donc ça, c'est vraiment une indication assez claire du potentiel de cette approche-là, à vraiment gérer l'eau sur les parcs à résidus. Après, ben, ce qu'on a vu, c'est que la fonte est rallongée après ça d'environ 4 semaines. Donc, le tout s'est étalé sur vraiment plus longtemps que si on n'avait pas bougé l'eau. Maintenant, ben, on a suivi la densité. Donc, je le rappelle, la densité, c'est les relations masse-volume de l'eau contenue dans la neige, si vous voulez, ou ben, de la neige, ça représente la quantité d'eau, finalement. Ce qu'on a vu, c'est deux comportements différents. Donc, un premier, donc si vous voyez la ligne rouge verticale qui représente environ la moyenne, où on a une densité qui est autour de 0,5 environ, mais qui est assez constante dans le profil. Donc, ça représente une évolution ou une densité avant le début de la fonte, si vous voulez, avant que ça devienne assez intense côté fonte. Et quand on va plus tard en saison, lorsque les températures sont plus chaudes, lorsque la neige, il y a plus d'eau contenue dedans, la densité augmente et réagit comme un système poreux. Donc, ce qui est assez intéressant pour nous, après, pour pouvoir faire de la modélisation numérique, on a besoin d'avoir ce type de relation-là. Mais ce que ça nous a permis de faire aussi, c'est d'évaluer un peu c'est quoi la quantité d'eau qui est générée par la fonte de ces piles-là. Donc là, vous avez deux graphiques qui représentent essentiellement le même genre de données, où on voit une évaluation, dans le fond, de la quantité d'eau qui est générée par mètre cube de pile en fonction du degré jour entre deux relevés consécutifs. Donc, ce que ça représente, c'est de comment est-ce qu'il a fait chaud entre deux relevés différents. Je vais vous l'accorder, c'est pas très clair comme relation, puis en fait, c'est ce qui est un peu intéressant. Ce qu'on se rend compte, ben, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une grosse différence. Donc, les taux de fonte des piles sont assez similaires aux taux de fonte du sol non remanié, mais on les observe souvent à des degrés jour qui sont plus élevés. Donc, on a un certain effet tampon de cette méthode-là, ce qui fait qu'on est capable de tolérer d'une certaine manière des températures plus chaudes pour avoir le même type de relâchage d'eau, si vous voulez, de fonte. Puis, ben, ça nous a amené à voir aussi qu'il n'y a pas vraiment de comportement distinct là, entre nos différentes configurations de piles. Donc là, on a poussé un petit peu plus loin notre analyse. Puis, ben, ce qu'on s'est rendu compte, là, ce que vous voyez, bon, évidemment, c'est l'évolution du volume en fonction du temps, l'évolution de la hauteur, donc B étant la hauteur, et C étant l'évolution, dans le fond, de l'impact au sol, donc le footprint, l'empreinte au sol, en fonction du temps. Là, on parlait tantôt, je vous avais parlé de retenir une donnée que le cône est 2 fois plus haut, mais contient 50% de la quantité d'eau. Mais là, ce qu'on voit, c'est que son comportement en fonte est assez similaire, même s'il y a la moitié de neige de contenu dedans. Donc, ce que ça nous a amené à réfléchir, c'est que, ben, le comportement est vraiment complexe, ça c'est clair. Mais deux, la hauteur semble être un paramètre qui va nous aider à contrôler plus la fonte de la neige.
Puis c'est ce qu'on est allé voir, entre autres, en 2023 avec nos essais qui ont été faits à haute. Le cas de 2023 est un peu un cauchemar en termes de gestion de l'eau pour la plupart des opérateurs. C'est une année où on a eu des précipitations tardives dans l'année, donc on a eu une grande quantité de neige qui a été accumulée vraiment proche du printemps. Dans ce temps-là, la neige est moins dense et généralement plus facile à faire fondre qu'une neige qui a été accumulée pendant longtemps. Et après, on a eu une période où on a eu des températures vraiment chaudes pendant environ 4-5 jours. Donc, on a atteint des 20 degrés là, pendant cette période-là, ce qui fait qu'on a fondu toute notre neige pendant 5 jours. Donc, la même quantité au sol, environ 70 cm, comme l'année de Goldex avant. Excepté que au lieu de fondre en 2 semaines, on a fondu en 5 jours parce qu'il a fait vraiment chaud. Nos données nous disent là, que les données d'Environnement Canada qu'on a utilisées encore là concordent bien, donc on peut vraiment se fier à ces données-là, puis c'est vraiment ce qu'on a observé, donc une fonte extrêmement rapide. D'un point de vue science, d'un point de vue expérimentation, on était vraiment content d'avoir un printemps comme ça parce que ça nous a permis de tester des conditions un peu plus extrêmes. Où là, ce qu'on observe, donc c'est un peu le même graphique que l'autre avant, où on a le gros cône, le petit cône, puis le ridge, la crête, pardon, qui sont en rouge, bleu et noir respectivement. Leur évolution, dans le fond, du volume initial, la fraction du volume initial en fonction de la date. Et ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'après la fonte, donc là, après notre événement où il a fait vraiment chaud pendant 5 jours, on a perdu 100% de la neige sur le terrain naturel, mais on a seulement perdu 30% de nos piles de neige. Donc, il nous reste quand même 70% de la neige qui est encore stockée. Donc, toute cette eau-là, imaginez-vous si ça avait été géré sur le parc à résidus au complet, on n'aurait pas eu à la gérer dans le temps où on a tout le bassin versant, donc toute la neige naturelle qui est à gérer en même temps sur les opérations. On attend à plus tard, lorsque justement le pic, les débits de pointe associés à la fonte de la neige naturelle sont passés. Donc, ça nous donne plus de temps, plus de flexibilité pour gérer cette eau-là. Et c'est vraiment un plus qui nous amène à dire qu'on a vraiment, ça augmente notre résilience là, aux extrêmes climatiques, aux températures plus chaudes, puis aussi aux événements de pluie sur neige qui peuvent arriver pendant le printemps. Donc, somme toute, ça nous indique des résultats qui sont vraiment prometteurs. Et ce qu'on remarque aussi là-dedans, c'est que nos cônes ont mieux performé que notre crête. On s'en attendait un petit peu. Le cône là, a l'air d'être la meilleure forme, la meilleure représentation pour pouvoir contrôler la neige, ou du moins les débits de pointe là, sur les parcs à résidus. Donc ça, c'est les travaux de terrain. Maintenant, c'est quoi le cadre finalement? Où est-ce qu'on construit ces piles-là? Est-ce que c'est dangereux de construire ces piles-là? On avait fait des vérifications avant, mais jusqu'à quel point c'est important de s'attarder à ça? Donc là, vous voyez des résultats d'analyse de stabilité où, par exemple, pour celui-ci, vous voyez les résultats, donc l'évolution du facteur de sécurité en fonction de la distance de notre pile de neige pour différentes hauteurs, donc des piles de 5, 10 et 15 mètres qui ont été simulées pour une charge ponctuelle et aussi pour une charge distribuée. Si vous prenez par exemple, cette pile-là est un exemple de charge distribuée. Ce qu'on voit généralement, c'est que l'impact sur le facteur de sécurité est relativement faible. Puis j'ai oublié de le mentionner, pour le bas, donc c'est la même chose, mais avec une digue on a une digue de départ de 4 mètres et digue de départ de 10 mètres en bas. Ce qu'on voit, c'est que peu importe la configuration, là, le facteur de sécurité est très peu affecté par la construction des piles. Quand on prend des conditions vraiment numériquement très défavorables, donc vraiment une charge ponctuelle, on a un léger impact sur le facteur de sécurité. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est relativement assez faible. Puis une fois qu'on dépasse une distance de 4 fois la hauteur de la pile à partir de la crête, on n'a plus d'effet de la construction de ces piles-là sur le facteur de sécurité. Donc bien sûr, c'est assez exploratoire comme étude. Puis une validation doit être vraiment faite pour chaque cas là, avant de faire quelconque travaux de construction. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que généralement, l'impact sur la stabilité est vraiment très faible.
Maintenant, avant de passer vers les conclusions, une dernière chose qu'on a regardé, c'est l'optimisation des méthodes de construction, parce que c'est important, ça a un impact significatif sur les coûts. Ce qu'on s'est rendu compte, bon, c'est que de l'équipement civil, ça peut être utilisé. Généralement, l'efficacité est moindre. Il y a des défis aussi associés à la fermeté du sol, donc il faut vraiment s'assurer que le sol est vraiment gelé. Parce que la pression au sol est plus élevée qu'une dameuse, par exemple, qui a des chenilles vraiment larges, qui peut travailler là, dans des sols qui sont beaucoup plus mous que l'équipement civil. Les principaux avantages, par contre, de l'équipement civil, c'est qu'ils sont facilement accessibles et les utilisations sont variées. Donc, ce n'est pas un équipement qui est nécessairement dédié strictement à faire ce genre de travail-là, comparativement à une dameuse, par exemple, qui est vraiment un équipement qui est dédié à ça, et les coûts associés, donc, qui peuvent parfois être différents. Par contre, côté de la dameuse, l'efficacité à gérer de la neige est vraiment importante. Il y a vraiment un gain là, en lien d'opération en lien avec ça. Donc, pour vous donner une idée, 1,2 hectares, ça nous a pris environ 50 heures de temps à machine du côté de Goldex. Mais du côté de Holt, avec l'équipement spécialisé, on a fait 5,6 hectares en seulement 34 heures de travail, en n'ayant pas une tonne d'expérience derrière la cravate non plus. Donc, il y a un certain gain côté opération en lien avec ça. Encore là, des analyses de coûts pour voir vraiment est-ce que, jusqu'à quel point ça vaut la peine, sont en cours. À mon sens, côté santé-sécurité, côté flexibilité d'opération et accessibilité du site, cet équipement-là vaut la peine, mais c'est encore des réponses auxquelles on doit répondre. Maintenant, bon, ce projet-là, ça nous a amené à quoi finalement? Ça nous a amené à développer les connaissances en hydrologie appliquée au domaine minier. Donc là, on parle vraiment d'un corps de conception où on prend la neige, on en fait quelque chose, puis on vient régler, ou du moins contribuer à régler un problème associé à l'hydrologie des parcs à résidus puis la gestion de l'eau sur les parcs. Au travers de ce projet-là, on a développé des connaissances fondamentales sur les propriétés de la neige remaniée, que je n'ai pas beaucoup parlé dans le cadre de cette présentation-là, mais qu'on va utiliser plus tard pour développer, entre autres, des modélisations numériques là, intéressantes qui vont, qui vont nous permettre de mieux concevoir ce genre d'ouvrage-là. On a développé une méthodologie de suivi des piles de gestion de neige par télédétection qui nécessite des travaux futurs, évidemment, pour améliorer notre précision dans les mesures de volume. On a identifié les principaux paramètres qui contrôlent l'application de cette technologie-là. Donc, les outils de construction, l'optimisation des outils de construction, l'impact sur la stabilité, le dimensionnement aussi des piles. Donc, tous des paramètres qui, ultimement, quand on veut mettre ça en œuvre sur un site, sont importants. On a vu à s'assurer que cette méthode-là peut être opérationnelle sur un site en activité, même un site inactif. Puis présentement, on est en cours de rédaction de plusieurs publications là, qui vont attraire au sujet. Donc, restez à l'affût pour ceux d'entre vous qui sont intéressés. Donc, cette approche-là, vraiment, c'est nouveau, là, ça n'a jamais été appliqué nulle part. C'est une nouvelle méthode qui est disponible pour contrôler la fonte lors de la période critique là, des crues printanières. Tout ça nous amène à diminuer des risques environnementaux et géotechniques qui sont associés à la fonte. Ça donne une flexibilité opérationnelle qu'on n'a pas si on n'utilise pas cette technique-là. Donc, on passe d'une approche où on subit le printemps à une approche où on en fait quelque chose. Donc, on est plus proactif dans nos actions. Encore là, ce qui nous donne plus de flexibilité en lien avec nos opérations. On est en train d'élaborer des directives d'application, donc vraiment un guideline, là, des directives plus précises sur quelles sont les meilleures pratiques pour instaurer ce genre de pratiques-là dans les opérations. Puis, on est en train, ce webinaire-là en fait partie, là, de faire de la diffusion à plusieurs niveaux des informations, finalement du bilan un peu de ce projet-là, pour, du moins je l'espère, contribuer à améliorer les pratiques dans l'industrie. Côté plus personnel à l'UQAT, à l'université, ça nous a permis de développer nos capacités en télédétection. Donc, de ce projet-là, il y a différents autres projets, pas nécessairement en gestion de la neige, mais appliqués à la télédétection, qui ont été développés à l'UQAT, puis qui a permis la formation de 4 personnes étudiantes.
Donc, en conclusion, rapidement, les piles sont un outil efficace pour gérer proactivement l'inventaire de l'eau, mais de la neige en fait, au printemps. Comparativement à de la neige qui est non remaniée, nos piles de gestion de neige nous ont permis de rallonger la fonte de 4 à 6 semaines, ce qui fait qu'on est capable de gérer l'eau du terrain naturel avant de gérer l'eau des débits d'eau qui sont associés aux piles de neige, qui nous amènent de la flexibilité, une réduction des risques. Puis, somme toute, c'est la quantité de neige qui est contenue dans nos piles qui va nous aider à prolonger le plus possible la fonte de la neige. La distance des piles de gestion de neige par rapport à la crête, doit être validée, évidemment, pour chacun des sites, mais ce qu'on a vu, c'est que généralement, l'impact est relativement faible. Puis, ultimement, pour mettre ça en œuvre, il faut faire une balance entre les coûts d'opération puis les besoins, tout ça, pour atteindre nos objectifs qu'on veut. Présentement, on est en train de faire des travaux de modélisation numérique pour fournir un outil de décision. Ce qu'on va vouloir gérer, c'est un peu des abacs qui vont nous permettre de sélectionner la bonne taille pour les conditions climatiques qu'on anticipe. Et aussi, finalement, de passer d'une solution à un système intégré qui va pouvoir nous permettre de mieux gérer les crues printanières sur les parcs à résidus. Donc, brièvement pour terminer, merci aux différents partenaires, Bernard et Cornerstone évidemment, Mine Tailing Solutions, MISA, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, via la démarche Accord et le programme PADS, Service Minier Nord-Ouest et l'ensemble des partenaires de l'IRM, notamment Agnico Eagle, Rio Tinto, Mines Raglan, pour leur contribution à ce projet-là. Merci. Super. Merci beaucoup, professeur Boulanger-Martel. Très intéressant. Donc, c'est maintenant le temps de passer à la période de questions. On a des questions qui rentrent. On est bien content. Alors, la première question, tu l'as abordée là, à la diapo 34 quand on parlait de la machinerie. On pourrait peut-être quand même justement préciser à savoir si vous avez pris en considération le poids de la machinerie dans l'analyse de la stabilité. J'imagine que justement, c'était un élément non négligeable à prendre en considération. Le poids de la machinerie en tant que tel durant les opérations? À savoir pour la stabilité, l'impact que ça peut avoir dans les travaux. Plus ou moins, les travaux sur les parcs à résidus, c'est relativement fréquent. Là, donc, on s'est beaucoup fié sur l'expérience des opérateurs. Les opérateurs étant les gens d'équipement, mais aussi les sites miniers en tant que tels, qui sont beaucoup plus habitués des travaux de construction que nous, comme chercheurs. Là. Mais tout ça pour dire que les équipements ont été approuvés avant de se rendre sur les sites miniers en tant que tels. Il faut se prendre en considération que l'hiver, les résidus sont gelés. Donc, on roule sur une surface qui est ferme, qui est dure. Très solide. Donc, ouais, il n'y a personne qui a calé. Là. Oui, c'est très bon à savoir. Parfait. C'est une surface ferme pour le roulement et la construction qui va bien. Parfait. Super, merci. Donc, prochaine question. Donc, vous aviez des données qui venaient d'Environnement Canada, de leur pluviomètre, qui étaient fournies en hauteur d'eau pour l'équivalent de la neige. Donc, comment vous avez interprété? Est-ce que ça avait un impact sur les données, à savoir la hauteur de l'eau, mais en fond, qu'il y ait de la neige? Oui, ce qui est intéressant, là, il y a plusieurs stations d'Environnement Canada qui mesurent directement l'épaisseur de la neige. Donc, ce n'est pas un équivalent en eau qui vient des pluviomètres. Si je ne me trompe pas, c'est des données qui viennent de sondes ultrasoniques. Là. Donc, ce qu'on a comme données, puis les personnes intéressées pourront entre autres aller voir les stations météo qu'on a regardées. L'aéroport de Val-d'Or en est un exemple, où vous pouvez extraire directement les valeurs d'épaisseur de neige. Donc, on met de côté les aspects conversion, densité, quantité d'eau, etc. Donc, c'est vraiment une mesure directe. Précise, donc il n'y a pas trop d'impact. Exactement, qui concordait avec celle qu'on a mesurée à 4 km de là dans le cas de Godex. OK. À proximité en plus. Ouais. Très fiable. Super. Donc, on a une prochaine question, à savoir, c'est quoi la pertinence de faire des piles, contrairement à laisser la neige uniformément sur le terrain? Est-ce que les piles risquent d'augmenter le débit lors de la fonte? Donc, est-ce que ça a été comme pris en considération? En fait, le but des piles, c'est de limiter les débits pendant la fonte. Donc, si on ne fait rien, le cas où on ne fait rien,
grosso modo, là, c'est basé sur mon expérience, là, on accumule environ 70 cm de neige là, sur les parcs à résidus. En tout cas, ceux que j'ai vus jusqu'à présent, là, à peu près. Ça varie un peu, là, mais en moyenne. Donc, si on prend un printemps, puis là, peu importe sa durée, on va fondre cette neige-là dans la durée du printemps. Donc, par exemple, 2022, on fond 70 cm en 2 semaines, puis 2023, on fond 70 cm de neige en 5 jours. Les quantités d'eau générées au bout, vu que la surface est pareille, si on prend le même parc à résidus, 2 années différentes, va être vraiment... La différence va être significative parce qu'on va avoir presque 2 fois plus d'eau en même temps l'année qui a fait plus chaud que l'année qui a fait plus froid. Donc, si on fait des piles de neige, donc on prend la même neige qu'il y a sur le parc à résidus, on ne sera jamais capable d'aller chercher 100%, mais on va aller chercher une bonne proportion de ça, qu'on va mettre en tas. Puis là, ben, cette quantité de neige-là, la fonte, on va l'étaler sur 6 semaines, disons, tout dépend de la grosseur des piles, mais on va l'étaler sur plus longtemps. Donc, c'est la même quantité d'eau, mais sur une période qui est plus longue. Donc, ce qui fait on gère l'eau, mais sur une période plus longue, donc des quantités moins importantes pour une journée donnée. OK. C'est ça. On l'étale dans le temps. C'est vraiment ça. C'est ça. On vient étaler. Donc, c'est la même quantité de neige, mais sur plus longtemps. Donc, les débits de pointe vont être plus bas. OK. Parfait. Très bonne réponse. Maintenant, la neige peut-elle être considérée comme non contaminée dans le but de déposer la neige dans des zones d'écoulement où l'eau irait directement à l'effluent? Ça, c'est une très bonne question. C'est hein? C'est une très bonne question, puis je vais même... je vais me commettre, je vais mouiller. C'est un aspect que j'aimerais regarder. C'est enregistré, tout le monde. C'est un aspect que j'aimerais regarder prochainement, là, entre autres, parce que l'étude qu'on a faite, on a vraiment focusé sur les volumes. Donc, on a suivi les volumes, la quantité d'eau, comment est-ce que nos piles sont capables de l'étirer dans le temps. On n'a pas fait d'analyse de qualité d'eau nécessairement à la sortie. OK. Après ça, ben, donc ça, c'est le contexte. Après, il y a un cadre réglementaire aussi, avec lequel il y a des autorisations à avoir pour pouvoir gérer la neige, l'eau ailleurs. Là, est-ce qu'un site là, un site là pas? Ça c'est un peu en dehors de mon champ d'expertise, plus le cadre réglementaire associé à ça. Mais c'est définitivement une très bonne question qu'on va vouloir répondre éventuellement. C'est quoi l'impact sur la qualité d'eau, sur les piles, mais aussi sur l'ensemble de l'eau qui va sortir du parc à résidus. Fait que ça peut être une autre phase des projets, là. Ouais. Effectivement. Parfait. Maintenant, est-ce que le fait de déneiger la surface des parcs peut augmenter le risque d'emportement éolien des résidus? C'est une autre très bonne question. Oui, on a des bons Oui, c'est une autre très bonne question. Ma réponse courte serait « ça dépend ». OK. Écoute, il reste quelques minutes. Ça dépend de plusieurs choses. D'une manière générale, les moments où on voit le plus de problèmes reliés à la dispersion des poussières, c'est justement quand il n'y a plus de neige, mais quand les surfaces sont sèches, mais encore gelées. Donc là, on dégèle la surface tranquillement, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc les particules sont faciles à être volatiles. À s'emporter avec le vent. Il y a des sites pour qui c'est un aspect important, il y a des sites pour lesquels ça l'est moins. Donc, ma réponse de « ça dépend », c'est vraiment ça le cas. Puis encore là, c'est un aspect que j'aimerais regarder dans le temps. C'est ce qu'on vient de présenter aujourd'hui, c'est nouveau. Là. Il n'y a personne qui n'a jamais appliqué ça. Poser ces questions-là. Donc, on est dans les premières étapes de comprendre comment ça fonctionne. La physique en arrière fonctionne. Ça, on l'a démontré. Maintenant, c'est quoi les autres paramètres? On a regardé les paramètres associés vraiment à la fonte. Mais là, qu'est-ce qui est fonte et stabilité, opération, mais qu'est-ce qui entoure ça qu'on n'a pas encore regardé? Ça, la distribution des poussières fait partie d'une des solutions. En même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas récolter l'eau de nos piles de neige pour après ça mouiller les surfaces et empêcher la dispersion des poussières? Okay. Peut-être. Il y a plusieurs options qu'on pourrait regarder avec ça. Ça va faire partie là, de mes travaux et ceux de mon équipe prochainement. C'est comme plein d'éléments connexes là, parce que aussi souvent, c'est pas un projet, c'est pas ciblé sur un élément. Exactement. Il y a beaucoup à prendre en considération. Donc, exactement. OK. Encore 3-4 ans. Encore. C'est bon.
Je vais être là pour un petit bout. Écoute, on revient un peu sur la question du pluviomètre. Là, c'est juste pour être sûr que le participant puisse bien comprendre. Oui. Donc, dans le cas où ce n'est pas une mesure directe comme le pluviomètre, comment on fait pour trouver l'équivalence entre la hauteur de neige et la hauteur d'eau? Donc, pas nécessairement les pluviomètres que vous avez utilisés dans votre projet. Je ne sais pas si tu saisis. Oui. Vite comme ça, la manière que moi je procéderais, c'est il faut avoir nécessairement des mesures de densité. Là. Parce que l'équivalent d'eau en neige nous dit, en fait, c'est quoi la quantité d'eau qui neige dans toute... la quantité d'eau qui est contenue dans toute la neige qui est tombée. Après, tu sais, un parc à résidus non remanié, qu'on n'a rien fait, là, la densité avant le début de la fonte, là, c'est autour de comme 0,25, 0,26. Donc, c'est comme un quart de l'eau. Donc ça peut être une estimation règle du pouce, là, ça pourrait donner une idée quand même. Donc, mais après, vraiment, pour avoir une bonne idée puis d'avoir un bon cadre dans la gestion de l'eau en tant que telle, puis surtout l'évolution dans le temps, bien, trouver une manière de faire des relations entre la quantité d'eau et sa densité, là, ça peut donner une indication. Mais les mesures directes, somme toute, la plupart des sites miniers ont des stations météo sur place. Donc, c'est un paramètre qu'on peut mesurer assez rapidement avec une sonde sonique, entre autres. Même une règle à neige, là, c'est vraiment simple. Oui. Revenir à la base, des fois. Un gallon à mesurer puis une paire de raquettes, là, ça peut faire l'affaire aussi pour faire ces mesures-là. Parfait. Donc, comme dernière question, commentaire, peut-être une idée, une solution alternative. Est-ce qu'on peut évaluer le soufflage de la neige à l'extérieur? Donc, peut-être que ça peut faire partie des projets pour la suite. Oui, mais c'est un peu le même, comment dire, le même contexte où le cadre réglementaire doit le permettre. OK, oui. Puis aussi, les opérations minières étant ce qu'elles sont, il y a une espèce de balancier entre le coût, le risque puis les résultats qui ont à être comme toutes pondérés ensemble. Donc, est-ce que de souffler la neige à l'extérieur vaut la peine de le faire? Peut-être, peut-être pas. Ça dépend. Tout le temps, ça dépend parce que d'une opération à l'autre, ça va changer. Mais il y a clairement quelque chose qu'on peut faire avec la neige. Comme je disais en introduction, ça se travaille bien relativement, comparativement à jouer avec de l'eau qui apparaît comme ça pendant le printemps. On peut vraiment être proactif parce que ça se prévoit d'une certaine manière le printemps. Donc. Et on s'entend en février. Cette année est un peu bizarre, mais en février, en temps normal, il fait froid, donc on est capable de travailler. En mars, ça devient tranquillement, plus vers la fin, un peu plus incertain. Puis en avril, on est sûr qu'elle va fondre, mais il y a une période sur laquelle on peut travailler. Oui, exact. On peut faire quelque chose en amont au lieu de subir le printemps. Parfait. Merci. Bien, merci beaucoup. Je vous vois votre petite manette. Merci à tous ceux qui ont été présents. Oui, justement, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez toujours faire parvenir vos questions à l'adresse courriel qui s'affiche à votre écran. Donc, l'enregistrement sera envoyé à tout l'ensemble des personnes qui ont participé aujourd'hui. Le webinaire est disponible sur notre page web et une attestation de présence sera fournie sur demande si vous en avez besoin. Alors, merci beaucoup à vous, professeur Boulanger-Martel. Je vous invite maintenant à notre prochain webinaire, alors qui est le 22 mai prochain, avec la professeure titulaire Isabelle Demers, un webinaire sur les 10 années de recherche réalisées dans le cadre de l'achat de la professeure Demers. Alors, une conférence à ne pas manquer, d'autant plus que ce sera le dernier de la saison 2023-2024. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne, gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.